suis très suivie parce que j'ai aussi aucun complexe ni aucun problème à demander de l'aide. Donc, c'est vrai que là-dessus, je suis très, très décomplexée. Donc, s'il faut que j'aille voir un psychologue ou un psychiatre, je n'hésite pas à le faire. Et Mhm. dans mon cas, ça m'a été très utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui parle de maternité quand ça ne se passe pas comme on se l'était imaginé. Moi c'est Anne Fleur, je vous retrouve tous les mercredis pour donner la parole à celles et ceux qui empruntent des itinéraires bis vers la parentalité. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter ou de vous représenter Julie, partageuse de lumière sur le chemin si difficile qu'est le deuil périnatal. Julie a vécu 4 grossesses, dont 2 IMG dues à une anomalie génétique autosomale récessive, une mutation en somme très rare dont elle et son mari sont porteurs. Entre 2 expériences très difficiles, autant psychologiquement que physiquement, Julie tombe enceinte et accouche d'une petite fille, Olivia, aujourd'hui âgée de 5 ans. Si l'histoire de Julie est triste, sachez-le, Julie est animée par une énergie impressionnante et fait preuve de beaucoup de bienveillance envers la communauté des parents qui ont donc vécu le deuil périnatal. Et soyez-en bien conscients, elle ne veut pas vous faire pleurer avec son histoire. Julie est d'ailleurs aussi la créatrice du compte communautaire sur Instagram À nos étoiles, qui partage témoignages, informations pratiques et textes de loi afin d'aider les parents d'enfants partis trop tôt à vivre ces épreuves suffisamment compliquées. Depuis, Julie et son conjoint ont compris que la PMA pourrait les aider à éviter la transmission de la combinaison de leur patrimoine génétique et ont donc décidé de se rendre en Espagne pour faire une FIV avec don de gamètes. Malheureusement, si cette fois-ci tout semblait bien parti, Julie a récemment subi une fausse couche tardive. Pour le moment, elle se concentre donc à apporter du soutien autour d'elle et vit pleinement cet apprentissage d'un éventuel renoncement à la vision de la famille dont elle rêvait. Malgré toutes ces épreuves, vous le verrez, Julie vous apporte de la lumière qui, je l'espère, vous aidera à avancer si vous aussi vous êtes passé par la case si injuste du deuil périnatal. Si vous souhaitez retrouver les associations dont Julie parle, direction les notes du podcast, j'y ai tout référencé. Allez, je vous en dis pas plus et je vous souhaite une belle écoute. Je vous présente donc Julie. Bonjour Julie, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles ? Bonjour. Alors moi, je vais bien. Je parle de Paris à l'heure actuelle. Et puis voilà. Très bien, merci. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à rejoindre le podcast. Est-ce que Merci pour tu... l'invitation. Oh bah, avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, te présenter, nous dire un petit peu... Donc on a compris que tu viens de Paris, tu t'appelles Julie. Mais voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? À quoi ressemble ton quotidien ? Et est-ce que tu partages ton quotidien avec quelqu'un ici Wiki ? Je te le fais en très résumé pour l'instant. Donc ouais, je m'appelle Julie, j'ai 36 ans, je vis à Paris. Je vis à Paris avec mon mari, Thomas, qui est mon amoureux depuis le lycée. On a ensemble 2 chats qui aiment bien faire des bêtises. On a aussi une petite fille qui a 5 ans bientôt, qui s'appelle Olivia. Voilà, on a un parcours, mais ça, on va assez rapidement en parler, en maternité, qui est un tout petit peu compliqué. En tout cas, ça s'est passé un peu plus difficilement que prévu. Mhm. Voilà, voilà. Et puis, du coup, moi, ça fait depuis bientôt 6 ans que je raconte un peu tout ça sur Internet. Il y a quelques années, en fait, bien avant de me lancer dans la grande aventure de la maternité, j'étais chroniqueuse sur un blog de mariage. Donc, j'ai raconté un peu mon mariage. Et puis, logiquement, après le mariage, on a voulu avoir un bébé. Ça ne s'est pas si bien passé que ça. Et donc, j'ai commencé à en parler sur un blog qui s'appelle La Marmotteuse. Et puis, au bout de plusieurs années de galère, j'ai décidé d'ouvrir aussi un compte Instagram qui s'appelle À nos étoiles, donc sur lequel on parle plus spécifiquement de deuil périnatal. D'accord, très bien. Justement, on va en parler, on va rentrer un petit peu dans les détails de ton parcours. C'est vrai que ta plume est très agréable à lire, que C'est gentil. on retrouve effectivement plein de choses sur ta vie en fait en général, parce que comme tu dis, voilà, il y a pas, c'était sur Mademoiselle Dentelle, hein, c'est ça que tu étais sur Exactement. le blog de mariage. Est-ce que justement tu peux me dire peut-être en 2 mots pourquoi est-ce que tu as eu ce besoin de partager par écrit? Là, en fait, à la base, c'est parce que j'adore écrire. Il y a quelques années, du coup, quand j'ai commencé un peu à préparer mon mariage, j'étais un peu frustrée parce que j'avais envie un peu d'en parler. J'étais la première de mes copines à me marier, j'y connaissais rien. Et il y avait énormément de blogs de mariage qui commençaient à apparaître sur Internet. Et moi, je me sentais pas assez courageuse pour avoir mon propre blog en mon propre nom. J'avais un peu peur de perdre l'anonymat. Et puis, j'ai jamais trop aimé m'exposer paradoxalement, même si aujourd'hui, du coup, je parle au contraire de choses extrêmement intimes. Mais clairement, à l'époque, j'étais pas prête. Donc, j'ai rejoint en fait ce qui à l'époque était encore un blog qui marchait bien, mais qui n'était pas non plus aussi successful que ça l'est devenu par la suite.
donc, qui s'appelait Mademoiselle Dentelle. Il y avait une blogueuse qui s'appelait Anne qui avait lancé son blog pour raconter son propre mariage. Et une fois son mariage raconté, elle avait décidé de recruter des chroniqueuses et j'ai rejoint la grande aventure en 2012. Voilà. Et du coup, une fois que le site Mademoiselle Dentelle a été lancé, elle a aussi eu l'idée de lancer d'autres sites, cette fois-ci plutôt autour de la vie quotidienne et de la parentalité. Le site sur la parentalité en général s'appelait Dans ma tribu. Je parle au passé parce qu'en fait, Ah les oui. sites viennent de fermer le mois dernier. Ah mince, d'accord, OK, oui, je Vraiment connais désolée. ma tribu, je savais pas que c'était le même. Si, en fait, c'est Anne Delacour qui les a lancés. Et du coup, en fait, c'est assez rigolo parce que les chroniqueuses de Mademoiselle Dentelle, une fois qu'elles avaient fini de raconter leur mariage, en général, dans la majorité des cas, elles avaient un projet pour devenir maman. Et donc, elles basculaient sur Dans ma tribu pour Ah raconter excellent. la grande aventure. Et moi, du coup, c'est vrai que j'ai basculé dès la création du site. Et dès que mon parcours est devenu un peu plus compliqué, c'est pas que je trouvais plus ma place, mais c'est vrai que le sujet du deuil périnatal, c'est pas un sujet qui est facile à aborder. Et j'étais pas complètement à l'aise pour continuer à n'en parler que sur Dans ma tribu. D'une Mmh. part, parce que j'avais énormément de choses à dire dessus. Et puis, Dans ma tribu, c'est un site que beaucoup de futures mamans lisent. Et je ne voulais pas non plus avoir un discours qui allait être à 100% anxiogène. Parce que c'est vrai que D'accord. quand tu veux tomber enceinte et que tu apprends que les bébés ça meurt, ça peut être un petit peu anxiogène. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avais créé mon blog. Comme ça, j'avais vraiment un espace où je parlais de tout ce dont je voulais parler, y compris de deuil périnatal et sans qu'on puisse venir, entre guillemets, me le reprocher. L'équipe éditoriale Dans ma tribu me l'aurait jamais reproché, mais je sais que parfois certaines lectrices dans les commentaires pouvaient me dire ah, mais c'est bien aussi de parler de ce qui se passe bien dans la maternité. Ça parle beaucoup de trucs négatifs par ici. Bon, voilà, elles n'étaient Ouais. pas très contentes. Alors que finalement, on parle mieux des choses qu'on vit en fait aussi, qu'on connaît Bah quoi. oui. C'est vrai que ouais, d'accord. Puis moi, après avoir perdu mon premier bébé, je me voyais pas faire des articles en disant la maternité c'est Ouais, merveilleux, bien sûr. tout va Bah, bien très sûr, bien se passer. C'était bien un sûr. peu compliqué. Donc voilà, Ouais. pour résumer le parcours sur Internet, ça vient de là. D'accord, OK, bon, merci. Alors justement, donc toi et Thomas, donc tu disais, vous êtes, ensemble depuis le lycée, c'est ce que les Ouais. Américains appellent les high school sweethearts. Oui. Heu, c'est trop chou. Quand est-ce que l'envie de bébé, du coup, vous est venue? Après le mariage, tu avais l'air de dire? Alors nous assez tard parce on est un peu lent. Je dis ça en rigolant, mais c'est vrai qu'on a beaucoup pris notre temps. On s'est rencontrés, on avait 17 ans. On s'est tourné ensemble, on s'est tourné autour, pardon, pendant 2 ans avant de se mettre ensemble. Ensuite, on a commencé à se fréquenter, à sortir ensemble, mais on était étudiants, donc on a fait nos études dans 2 villes, voire parfois dans 2 pays différents. Et finalement, un jour, au bout de, je crois que ça faisait 7 ou 8 ans qu'on était ensemble, je lui dis un peu en plaisantant, bah, faudra quand même qu'on prévoie un truc pour nos 10 ans et pourquoi pas profiter de notre 10e anniversaire pour se marier. Et donc, en fait, on a décidé de se marier le jour de notre 10e anniversaire ensemble. Mais on n'était pas dans un mood où il y avait la moindre pression pour sauter le pas, ni pour se passer la bague au doigt, ni pour fonder une famille. Et c'est vrai que même quand on commençait à parler mariage, on ne parlait pas du tout d'avoir des enfants à cette époque-là. En partie parce que pour moi, il était super important qu'on soit mariés avant d'avoir des enfants. Alors, pas du tout pour des considérations religieuses, hein. C'était plus parce que moi, j'ai perdu ma maman quand j'étais petite. Mes parents n'étaient pas mariés. Et mon père m'a souvent raconté à quel point c'était galère quand l'un des conjoints décède, qu'il y a un enfant, mais qu'il n'y a pas eu de mariage de contracté D'accord. entre D'un point les de vue époux. administratif? Ouais, administratif, médical. Voilà, je crois que techniquement, mon père m'a dit il avait eu du mal à avoir certaines informations suite au décès de ma mère parce que comme ils Ah n'étaient ouais. pas mariés, il y avait une forme de méfiance de la part du. Alors ça a peut-être changé depuis, hein, c'était il y a Mmh. plus de 30 ans, mais donc voilà. Donc pour moi, vraiment, il y avait des étapes. Le mariage, c'était la première. Mais quand on s'est mariés en 2013, on commençait à peine à parler d'avoir des enfants et vraiment du bout des lèvres, hein. C'était Ouais, d'accord. voilà, c'était pas le projet principal et on a commencé à vraiment se projeter et en parler 6 mois après le mariage, donc on devait être à l'été 2013. Et là, on s'est dit ouais, ce serait quand même chouette d'essayer. Et, je crois qu'on était terrorisés à l'époque, mais on était quand même assez excités par l'idée de devenir parents. Voilà, un projet qui a mis du temps un peu à se mettre en place, au début un peu du bout des lèvres et puis, finalement vous vous êtes, lancés. Alors comment est-ce que ça s'est passé du coup? Et comme tu dis, vous êtes un peu lent, alors je veux pas,
veux pas dire des choses. Oui, non, non, mais c'est vrai qu'on Bah, c'est est. pas moi qui le dis, c'est toi. Hein. Oui, voilà, c'est ça, ce sont mes mots. Non, mais on est, quand je dis qu'on est lent, c'est vrai qu'on a beaucoup pris notre temps parce qu'on ne se voyait pas devenir parents trop tôt. Et puis, Mhm. on a des parcours universitaires, lui et moi, qui ont été extrêmement longs. Donc, Ouais. moi, j'ai commencé à travailler du coup un peu tard, en tout cas un peu plus tard que la moyenne, parce que j'ai fait des études à rallonge, lui aussi. Et donc, voilà, on voulait aussi vraiment avoir Ouais, le cette confort autonomie. de, bien sûr. Ouais, voilà. Mais bon, voilà, c'est très personnel et c'est comme ça qu'on envisageait les choses. Mhm. Et du coup, bah, alors quand on décide de se lancer, je me rappelle, on est en voyage de noces à Marrakech, c'est le mois d'août 2013, on est mariés depuis six Sympa. mois et voilà, plutôt sympa le contexte. Mhm. Moi, j'ai commencé à lire 2, 3 livres sur la parentalité, à me renseigner un peu doucement. Bon, en gros, je sais qu'il faut que je prenne de l'acide folique. J'ai été voir ma gynéco qui m'en a prescrit. Donc voilà, donc je commence à en prendre. Puis bon, bah, on lance les essais sans trop se projeter. Moi, à l'époque, ma seule crainte, c'est que finalement, j'arrive pas à tomber enceinte et qu'on doive en passer par la PMA. Ah ouais, d'accord, tu te dis déjà. J'ai déjà en fait des copines à l'époque Mhm. qui ont dû passer par des parcours PMA plus ou moins longs et je sais que ça peut arriver. Donc, je suis pas complètement naïve ni niaise avant de vouloir faire ce bébé. Mhm. Par contre, très honnêtement, j'imagine pas une seule seconde qu'on puisse passer par le deuil périnatal et par un parcours aussi compliqué. Ouais, bon, on l'imagine pas, hein. Personne n'imagine un truc comme ça, c'est Non, clair. mais heureusement, parce que sinon, personne Je n'essaierait de se se reproduire. lancerai, bien sûr. C'est ça, l'humanité serait éteinte depuis, donc c'est plutôt une bonne chose de rester positif dès le départ. Mais Ouais. donc ouais, on décide de se lancer et moi dans mon malheur, il y a quand même un truc assez positif, c'est que je tombe enceinte rapidement. J'ai pas le problème de fertilité. Et du coup, alors on met 6 mois la première fois avant d'avoir un début de grossesse. On Mhm. vise pas très bien la bonne période d'ovulation parce qu'au début on n'y connaît rien, on est très spontané, on réfléchit pas, on calcule rien. Ouais. Au bout de 6 mois, je finis par me rendre compte quand même qu'il y a une fenêtre de tir dans le cycle et qui est assez réduite et qu'il faudrait quand même qu'on arrive à la viser pour réussir à avoir un bébé. Donc voilà, donc on s'y met un peu plus sérieusement. Et donc Ok. voilà, assez rapidement, je tombe enceinte. Et puis le début de grossesse, je me rappelle encore, je tombe enceinte le 5 janvier 2014. Et 5 jours avant, on trinquait pour la nouvelle année au Champagne avec mon mari en se disant cette année, on a un bébé, ce sera notre année. On a vaguement parlé lors de cette soirée, et depuis je m'en souviens, de qu'est-ce qu'on fait si on détecte lors d'une écho ou pendant notre parcours un problème. Mais on en a parlé genre 2 minutes en se disant ça ne nous arrivera pas. Mais on a quand même eu la clairvoyance d'avoir cette discussion entre nous avant. Parce que ça nous a bien été utile quand les mauvaises nouvelles sont arrivées quelques mois plus tard. Mhm. Et voilà, donc je tombe enceinte le 5 janvier. On est vraiment en tout Ah oui, début d'accord. juillet. C'est Action-réaction. Action Réaction. On en avait vraiment parlé sérieusement le 31 décembre. On essayait Mhm. vaguement depuis 6 mois, mais là, on avait vraiment décidé que cette année-là, on aurait le bébé. Et voilà, 5 jours plus tard, je suis enceinte. Donc D'accord. très rapide. Et puis, bah, ma foi, après un début de grossesse qui se passe très bien. Comme souvent hein, dans les histoires de deuil périnatal, t'as pas forcément de signaux d'alerte au départ. Je perds un peu de sang au premier trimestre, mais j'en ai toujours perdu un petit peu quand j'étais enceinte. Donc, Et puis il y a beaucoup de femmes, effectivement, à qui ça arrive, hein. Il y en a pour qui ça arrive pas du tout, et il y en a pour qui, enfin, ça. c'est considéré comme tout à fait normal. Donc Oui. toi, du coup, tu perds du sang, mais enfin, t'en parles à ton médecin, ça te stresse au début ou pas Alors, particulièrement? sinon, ça me stresse. Là, c'est ma première grossesse, je n'y connais rien. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais une gynécologue qui était. Alors, elle n'était pas obstétricienne, donc de toute façon, elle n'aurait pas pu me suivre sur le reste de ma grossesse. Mais elle n'était pas très psychologue. Et quand je l'appelle un jour en lui disant je perds du sang, elle, tout de suite, elle se met à crier à la fausse couche en mode préparez-vous C'est à pas perdre le vrai. bébé. Affreux, abominable. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant toute la soirée. Mais C'était tu m'étonnes. la perspective de faire une fausse couche. Moi, à l'époque, c'était le pire qui pouvait Mhm. m'arriver. J'étais vraiment pas bien. Et donc, j'ai changé d'obstétricien, enfin de gynécologue obstétricien depuis. Ouais. Mais en fait, finalement, non, on fait des prises de sang pour mesurer le taux de HCG. Tout se passe bien. Le taux continue d'évoluer normalement. Mhm. Donc, je file chez un obstétricien un peu plus bienveillant qui, lui, a une petite machine pour faire des échographies. Ouais, ce que j'allais dire, ouais, d'accord. Donc, ça permet de vérifier que l'embryon est placé au bon endroit et que, voilà, il se développe à peu près normalement. Mais ça, on en reparlera après. Mhm.
Et donc voilà, je commence un suivi gynéco extrêmement normal avec ma petite prise de sang de temps en temps. Voilà, j'arrête les sushis et l'alcool. Les sushis. Voilà, ah non, mais les sushis, c'est le truc qui me manque le plus pendant la grossesse, hein. Il y C'est en a, vrai. c'est sur le fromage, moi, c'est les sushis à chaque fois, c'est terrible. Donc voilà, donc du coup, grossesse super normale. Et puis la première écho elle se passe bien. On va chez une échographiste qui est pas très psychologue non plus, mais bon, tant qu'elle fait son boulot à l'époque, on s'en fiche un peu. D'accord. Et puis voilà. Là, à ce stade-là, j'arrive au 5e mois de grossesse et pour moi, dans 4 mois, on a un bébé, quoi. Bah ouais, bien sûr, c'est vachement avancé. T'as toujours des saignements à ce moment-là? J'ai plus de saignements, ils sont partis assez vite. J'ai eu quelques nausées, mais elles sont parties au bout de quelques temps. Elles ont été très violentes, mais quand elles se sont estompées, ça a été un vrai soulagement. D'accord. Et puis, je reste assez en forme. Je commence quand même à fatiguer pas mal, mais globalement, je suis quand même assez en forme. Tout va bien. Et puis, on arrive à l'écho-morpho, donc l'écho du 2e trimestre. Donc vers 20 semaines, un truc comme ça, c'est ça? Ouais, vers la 20e semaine, ouais. D'accord. Et entre 20 et 22 semaines d'aménorrhée, 22 semaines, je crois, d'aménorrhée et 20 semaines de grossesse. Et là, c'est parti totalement en torche, de façon assez violente. Donc, on va chez notre échographiste. Alors, petit aparté, cette échographiste, on l'avait choisie parce qu'elle était médecin dans un grand hôpital parisien qui soigne les bébés malades. Donc, je ne citerai pas le nom parce que je pense en plus que de toute façon, ça n'a rien à voir avec l'hôpital, ça a juste à voir avec le médecin. Mhm. Mais on y avait été en étant un peu rassurés. C'est vrai que je suis d'une nature un peu anxieuse à la base et moi, je suis du genre à me dire, avec les médecins, je suis entre de bonnes mains. Et si ce médecin, en plus, a l'habitude d'exercer dans un hôpital qui s'occupe de bébés malades, a priori, si à un moment donné sur notre parcours, il y a la moindre alerte, la moindre suspicion, elle sera bien placée pour nous aider. D'accord, ok. Et Donc, tu donc, avais déjà un peu essayé de parer au pire dans le choix du praticien, quoi. Tu t'étais dit ouais, de bien je suis t'entourer, très quoi. précautionneuse, ouais. Et Mhm. puis moi, j'ai toujours, et je le dis encore aujourd'hui sur mon blog, j'ai toujours été pas pro-médecin, mais voilà, pour moi, la médicalisation de la grossesse, c'est quelque chose que j'accepte totalement. Et, Ouais. euh, et quand j'accorde ma confiance, je ne remets pas en question en fait ensuite ce qu'on me dit. Bon, j'ai eu des déconvenues, hein, bien sûr, hein, comme beaucoup de femmes, hein, mais Mhm. et donc voilà, donc on va chez cette échographiste. Alors, sa secrétaire est pas très aimable, mais ça, à la limite, on s'en fiche. Elle, lors de la première écho, elle était un peu sèche, mais bon, tout se passait bien et on s'était dit, c'est pas grave, on n'est pas là pour sa personnalité, on est là pour ses compétences. Et l'écho, en fait, elle commence mal parce que elle n'arrive pas à voir la tête du bébé. Voilà, le bébé est mal positionné, la tête est planquée un peu, je ne sais vers où. Donc, elle commence à chercher au début pour faire des mesures, mais elle n'y arrive pas. Donc, elle passe directement au reste du corps. Donc, elle prend son temps pour tout mesurer, parce que bon, après tout, c'est l'échomorpho. Elle me demande quand même, au bout d'un moment, est-ce que vous, à la naissance, vous étiez un petit bébé? Est-ce qu'il y a eu des saignements pendant la grossesse? Donc là, avec Ah, mon mari, on commence à se regarder en mode, mais de quoi on parle? voilà, pourquoi elle me pose ces questions? Mais je Mhm. panique pas du tout encore à ce moment-là. Pour moi, bon, je me dis, mince, le bébé doit être un peu petit, il y a peut-être un petit souci, mais Mhm. rien de grave. Surtout une première grossesse, finalement, tant qu'on ne te dit pas qu'il y a un problème, tu te dis, bon, c'est moi qui stresse. Enfin, Oui, c'est ouais. ça. C'est moi qui stresse, je suis un peu anxieuse. De toute façon, puis en plus, surtout, on est dans cette logique que beaucoup de couples ont aussi, c'est il n'y a pas d'antécédents dans nos familles respectives. Ouais, Donc, en fait, donc s'il n'y t'as a pas de pas raison de te d'antécédents, méfier. exactement. Il n'y a pas de maladie génétique déclarée, quoi. Il y a pas de raison, il n'y a pas eu de problème, ni de trisomie, ni de maladie quelconque, ni de mort périnatale. Enfin, voilà, rien qu'on ne sache en tout cas. Et elle arrive enfin vers la fin de la séance. Elle commence un peu à être de mauvaise humeur parce qu'elle a pris du retard, elle n'arrive pas bien à voir la tête du bébé. Elle arrive enfin à le voir à la fin et là, elle nous dit ça va pas. Il y a une dilatation ventriculaire. Il faut immédiatement que vous alliez voir votre obstétricien. Et elle termine la session comme ça. Elle regarde encore deux, trois trucs, mais je me rappelle que ça s'est fini vraiment de façon très abrupte. Et moi, à ce moment-là, je suis encore dans le fauteuil avec le gel sur le Mhm. ventre. Et j'ai vraiment cette sensation du ciel qui te tombe sur la tête, vraiment, Ah, c'est ouais. une pression
qui n'existe pas pour rien. Vraiment, symboliquement, j'ai cette sensation-là à ce moment-là. Ouais. Elle te dit il y a une dilatation ventriculaire, mais genre tu sais ce que ça veut dire toi à ce moment-là? Pas du tout. Non, mais moi en plus, je ne comprends rien. Elle nous rend un compte rendu. Enfin, non, le pire, c'est qu'elle nous rend même pas le compte rendu. Elle nous dit donc ça va pas du tout. Il faut immédiatement aller voir votre obstétricien. Allez patienter dans la salle d'attente. Et puis ma secrétaire va vous taper le compte rendu et en gros, allez voir votre médecin et au revoir. Donc on se Donc retrouve dans la salle t'as d'attente. aucune idée de la gravité de ce dont elle te parle. Enfin, je veux dire, Non, à part qu'elle est pressée, elle est en retard. Enfin, t'as pas vraiment d'infos en fait. ah non, mais on n'a aucune info. Ouais. On a juste compris que c'était potentiellement grave. D'accord. On se retrouve en salle d'attente et la secrétaire, qui n'est pas quelqu'un de très aimable ni de très empressé, met 1 heure à taper le compte-rendu. Oh la Donc en fait, vache. on attend dans la salle d'attente avec moi en larmes au milieu d'autres couples qui viennent passer leur échographie, Ouais. dont un couple où le papa râle parce que, dis donc, ça a pris du retard, ça fait chier. Ouais, les gens se rendent pas compte quoi. Ils y peuvent Non, pas ben, savoir, hein. il ne peut pas savoir, le mec, à ce moment-là, que c'est Mhm. entre guillemets à cause de nous que ça a pris du retard et qu'en plus, il y a une vraie raison à ça. Mhm. Donc, au bout d'un moment, on finit par avoir le compte-rendu. Et moi, je suis littéralement assommée. On parle souvent dans la phase de deuil de la phase de sidération, où on est totalement bloqué. Mhm. Et ben, je suis en fait en pleine sidération à ce moment-là. C'est-à-dire que je pleure toutes les larmes de mon corps. J'ai compris que c'était grave, mais je ne sais pas à quel point. Mhm. Je passe en 5 minutes en un claquement de doigts de tout va bien se passer, il y a encore de l'espoir, c'est peut-être pas grave. Ah mon Dieu, c'est abominable, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Et je rentre chez moi avec le compte rendu d'écho, donc je fais évidemment ce qu'il ne faut pas faire, mais que toutes les femmes enceintes qui... Tu vas sur Google. Ah là, je vais sur Google, Doctissimo, les forums, les Bah, en même machins. temps, c'est la seule personne qui va te donner de l'information quand on a besoin, en fait. Beaucoup C'est de ça, mésinformations, mais aussi des informations. Ouais. c'est ça. Et je commence à taper les histoires dilatation ventriculaire. Et alors la dilatation ventriculaire, en fait, c'est pas forcément grave. Ça peut être très grave, mais pas forcément. En fait, la dilatation ventriculaire, c'est ce que les médecins, et ça je l'ai appris plus tard, appellent. Enfin, pour eux, c'est un signal d'appel. Quand il y en a une, ça veut dire qu'il y a donc effectivement des espèces de dilatations qui se sont formées dans les hémisphères du cerveau. Elle peut être bilatérale ou non. Et selon la taille de cette dilatation, elle peut se résorber ou non. Et nous, au moment où on en est, il y a une dilatation dans les 2 hémisphères du cerveau, mais elle est encore, elle est pile aux normes d'alerte. C'est-à-dire, c'est pas encore la panique totale, mais il faut surveiller. Donc, moi, ce que je vois sur Internet me rassure. Et puis, comme je suis totalement sidérée et sous le choc et anéantie, je n'appelle pas tout de suite mon obstétricien. C'est l'échographiste qui me rappelle le lendemain et qui, en apprenant que j'ai toujours pas pris rendez-vous, m'engueule au téléphone. Donc là, je me dis, mon Dieu, Oh, mais quelle vache. est cette personne? Ouais. Et donc, je rappelle mon obstétricien et lui, par contre, il est génial. Je l'appelle en début d'après-midi et il me dit bah, moi, aujourd'hui, je suis sur un accouchement, je ne suis pas au cabinet, mais venez ce soir à 21h si vous êtes dispo et je vous rouvre le cabinet. On Oh, va waouh. regarder. Super. Je le remercie. C'était il y a 6 ans et je le remercie encore d'avoir fait ça. Et du coup, il nous reçoit et c'est lui qui nous oriente vers un autre échographiste. Alors, à ce moment-là, j'y connais rien, mais en fait, le mec, c'est une espèce de rockstar de l'échographie prénatale en France. Et voilà, il nous redirige vers lui et la secrétaire de ce praticien-là nous reçoit en urgence 2 jours plus tard. Et là, en fait, on comprend. L'échographiste, lui, il est beaucoup plus précis. Alors, il a l'habitude de recevoir des couples comme nous parce qu'il a l'habitude de faire des échographies qui, entre guillemets, se terminent mal. Donc, il n'a pas peur. Il nous prend extrêmement bien en charge. Il est très factuel. Il n'est pas du tout dans le pathos ni dans l'émotion, mais moi, c'est exactement ce qu'il me faut à ce moment-là. Il prend le temps de nous expliquer. Et en fait, il nous explique ce que l'échographiste n'a pas pris le temps de faire la dernière fois, c'est que oui, il y a une dilatation ventriculaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus graves. Le cerveau est encore trop petit et pas assez formé à ce stade-là pour qu'on puisse en savoir plus, mais il faudra faire d'autres échographies, d'autres examens dans les semaines qui vont venir. Il ne nous parle pas du tout d'interruption médicale de grossesse. Et ça aussi, je le remercie. Il ne nous en a parlé qu'à la toute fin du process. Vraiment, quand tous les examens ont été réalisés, quand toutes les échographies ont été faites. D'accord. Donc, mais à ce moment-là, il nous explique beaucoup plus clairement. Et là, je comprends que c'est pas juste un problème de dilatation ventriculaire, que même si la dilatation se résorbe, il y aura encore d'autres soucis au niveau du cerveau derrière à mesurer et à suivre, et qu'on n'est pas juste sur un
petits problèmes, entre guillemets, sans vouloir minimiser, hein, mais de handicap moteur, que c'est très lourd. Et là, je rentre dans une phase que les parents endeuillés connaissent bien. C'est la phase de l'attente. Et tu dois attendre pendant des jours ou des semaines de faire tous les examens parce que nous, à ce stade-là, il faut que le bébé continue de se développer. C'est très cruel, mais il n'y a pas le choix D'accord. pour voir comment les malformations évoluent. Donc on fait une amniosynthèse dans la foulée. On est réorienté vers un centre de diagnostic anténatal. Mhm. Dans un hôpital. On fait une amniosynthèse, on fait des prises de sang, je suis piquée de partout, on fait des tests. On rencontre une généticienne qui refait notre arbre généalogique sur les 3 dernières générations pour essayer de voir s'il y avait des antécédents de maladies, de trisomie, de n'importe quoi en fait. Et puis ensuite on attend pendant 3 semaines. Et je me rappelle encore de ces 3 semaines aujourd'hui, c'était il y a 6 ans, comme des 3 pires semaines de ma vie. Ça doit être hyper long, enfin, sans avoir de réponse, sans savoir comment va ton bébé, ça doit être horrible. C'est abominable parce que en plus, moi, à ce moment-là, ma perception du temps se dilate totalement. C'est-à-dire qu'il y a certaines journées qui vont passer comme si elles avaient duré littéralement 5 minutes et parfois, j'ai l'impression qu'une heure va durer littéralement plusieurs jours. Tu perds une notion du temps, mais totale. Je perds mes repères. Je suis en arrêt maladie à ce moment-là parce que mon obstétricien m'a arrêtée pour que j'ai le temps de faire les examens nécessaires et que je digère un peu tout ça. Et puis 3 semaines après, donc on y retourne. On retourne au centre de diagnostic anténatal où l'échographiste nous reçoit, le même. Et là, il fait une échographie de contrôle et il nous dit clairement, voilà, j'aime pas ce que je vois. C'est beaucoup trop grave et vous avez le droit de demander l'interruption médicale de grossesse vu ce que je vois sur l'écran. Et ce qui est très drôle, entre guillemets, aujourd'hui, c'est que ce rendez-vous avec l'échographiste, mon mari et moi, on n'en a pas du tout le même souvenir. C'est que Ouais. moi, en fait, à l'époque, je comprends que le bébé va être handicapé et mon mari, lui, comprend que le bébé va mourir. Et on le dit souvent, hein, d'ailleurs, dans les parcours un peu comme le nôtre, il ne faut pas hésiter à se faire répéter les choses par les médecins parce qu'en fait, le médecin peut te dire quelque chose, mais tu es tellement sous le choc que tu n'entends pas ce qu'il te dit ou tu ne le Tu comprends pas. l'interprètes, ouais. Ouais, tu l'interprètes, tu le comprends pas. Moi, il y a littéralement des choses qu'apparemment l'échographiste aurait dit, mais je n'en ai aucun souvenir. Ah ouais. Ça fait partie de l'état de sidération hein, qui signe la première phase du deuil. Et donc là, pour notre chance, entre guillemets, on est tombé au sein d'un super service. Et ils nous prennent immédiatement en charge parce qu'effectivement, vu le pronostic, on demande l'IMG et on a été pris en charge immédiatement et ils ont été après absolument géniaux. Et Et en donc, fait, ce qu'ils avaient trouvé du coup chez ton petit bébé, c'était des malformations qui n'étaient pas viables du coup, ou c'est ça, ou c'était un handicap qui était trop lourd, ou est-ce que tu veux bien nous en dire 2 mots ou pas du tout? en fait, la notion de viabilité, elle est un peu floue en ce qui concerne le diagnostic prénatal. Parce qu'en gros, la loi sur l'interruption médicale de grossesse, elle est autorisée pour les femmes dont le bébé est atteint d'une pathologie considérée comme incurable au moment du diagnostic. Ça, c'est les mots de la loi. Et en fait, la question de la viabilité, c'est là pour le coup, je dis que c'est flou parce que à partir de 22 semaines d'aménorrhée, un bébé est considéré comme entre guillemets viable. Ça veut dire que tu pourrais le mettre au monde s'il naissait, il pourrait au moins quelques minutes vivre. Donc en fait, mais nous effectivement, les malformations sont telles que voilà, nous il est écrit par exemple sur le compte rendu de demande d'IMG que le bébé était non viable. Mais en fait, tu n'as aucune obligation. Tu peux décider de garder le bébé, tu peux décider de l'accompagner en soins D'accord, palliatifs. ouais. Et nous, une des possibilités, en fait, c'est aussi ce qui est si compliqué dans les parcours de diagnostic prénataux, c'est que dès que ça touche au cerveau, c'est rare de pouvoir mettre un diagnostic très précis sur la façon dont le bébé ensuite va vivre ces malformations-là. Tu as certains bébés qui vont développer pour une même malformation des handicaps moteurs extrêmement lourds, extrêmement sévères, au point de ne pas être capable de parler plus tard, ni de marcher, ni rien. Et d'autres qui arriveront à s'en sortir un peu mieux, parce que je pense que c'est au niveau de la plasticité du cerveau. Tous les cerveaux n'arrivent pas toujours à se reconstruire de la même manière. Et là, donc en fait, notre fille, elle a alors, c'est un terme très technique, hein, c'est une microlysencéphalie avec agénésie du corps calleux. Donc, c'est extrêmement technique. C'est en gros, elle a un Ouais. cerveau qui est beaucoup trop petit, qui n'a pas. Tu sais, quand tu regardes un cerveau, tu as des espèces de sillons, tu sais, de zigzags sur le cerveau quand tu regardes un Tout à dessin de fait. cerveau.
Mhm. Voilà, elle n'a pas ça. Elle, son cerveau est entièrement lisse. D'accord. Et tu n'as pas non plus quelque chose qui s'appelle le corps calleux, qui est une partie qui normalement se trouve entre les deux hémisphères. Ça, c'est totalement absent. Et elle a en plus d'autres malformations sur d'autres organes vitaux, mais qui sont presque passés, enfin pas inaperçus, mais c'est pas le plus important. Mais quand on lit le compte rendu derrière, on se rend compte qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui n'allaient pas. Et donc, moi, ce que je comprends à ce moment-là, c'est qu'elle ne pourra jamais se lever, elle ne pourra jamais marcher, elle ne pourra jamais parler, elle pourra jamais, enfin, on ne sait même pas si elle arrivera à penser. Ouais. C'est très bête, hein, mais la notion de conscience, pour moi, elle est très importante. Voilà, parce que si c'est pour avoir un bébé qui doit passer le nombre de jours ou de mois qui lui reste à vivre branché intégralement à une machine, ne serait-ce que pour se nourrir, pour moi, c'est hors de question. Mhm. Elle ne pourra pas déglutir. La déglutition, c'est très bête, hein, mais si tu ne peux pas déglutir, tu meurs parce que tu t'étouffes. Donc Ouais. voilà, on est sur Du soin hyper lourd, quoi. Ouais, c'est super lourd. En fait, Ouais. vraiment, c'est des enfants ou des bébés qui doivent être intégralement branchés, outillés dès la naissance. Et puis, un des scénarios les plus plausibles que moi, j'ai refusé d'entendre au moment de l'annonce du diagnostic, mais que mon mari a bien entendu, c'est tout simplement que la grossesse n'arrive pas à terme ou que le bébé décède à la naissance à cause de la gravité des D'accord. malformations. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc là on rentre dans le protocole de l'IMG. Puis l'IMG en tant que telle, elle se passe bien, en tout cas aussi bien que possible. On a notre petite Maya, donc qui est morte née il y a quasiment 6 ans jour pour jour. Elle est morte née un 26 juin 2014. Mhm. Et voilà, et donc ça a été notre premier bébé, notre première expérience de la maternité. Et puis voilà, on a fait un peu tous les examens qu'on pouvait faire à l'époque pour essayer de comprendre ce qui Savoir s'était ce qui s'est passé. passé. Ouais. Ouais, tout est revenu négatif. Il n'y avait Ah ouais. pas de voyant au rouge ni rien. Donc, du coup, les médecins nous donnent le feu vert et allez-y, refaites un bébé si vous en avez envie. Alors, évidemment, avec le suivi qui va bien, avec le psy tous les mois pour vérifier que tout se passe bien, avec un peu plus d'échographie, un peu plus de visites chez le médecin si besoin. Et c'est un deuil qui est terrible parce qu'au moment où ça m'arrive, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu tous mes repères. J'ai l'impression à ce moment-là vraiment que mon identité a été totalement, voilà, que quelqu'un s'amuse à prendre mon identité comme si c'était une vulgaire feuille de papier, à la froisser et à la jeter en boule après dans une corbeille en me disant, bah voilà, maintenant tu te démerdes avec ça. C'est vraiment cette, je ne sais plus qui je suis en fait après avoir perdu Maya. Ouais. Tout mon système de valeurs, toutes mes croyances se sont effondrées vraiment comme des dominos. Et je me rends compte qu'il va falloir me reconstruire. Je me rends compte que ce qu'on a vécu, c'est pas si banal. Et en même temps, quand j'en parle autour de moi, quand même, il y a quelques personnes qui viennent me dire, ah, bah, moi aussi. Encore plus grave, je trouve que c'est plus grave. J'ai carrément, j'entends parler pour la première fois d'histoires, y compris d'histoires familiales, d'enfants en fait qui sont décédés et pas bébés, hein, on parle d'enfants âgés qui sont Ouais. décédés dont on n'a pas parlé, des accidents, des maladies, des soucis comme ça. Dans ta famille, Et du coup, tu veux dire? dans ma famille et dans celle de mon mari. Et en fait, c'est des D'accord. choses dont on ne parle pas. Pourtant, ce sont des Ouais. enfants qui ont bel et bien existé et pas il y a 50 ans. Hein. Je parle d'histoires qui ont Ah ouais, 30, d'accord. 40 ans grand max. Ouais. Et puis moi, je me retrouve aussi avec un retour à la vie civile qui est très compliqué parce que tout le monde, en gros, me presse pour que je refasse un autre bébé. Et même si j'en crève d'envie, d'un autre côté, je passe mon temps à leur dire, mais vous savez, même si je retombe enceinte, ce nouveau bébé ne remplacera pas le premier et il Bien n'est pas sûr. question de le remplacer. Et ça a été ça a été une phase, je pense, les plus compliquées de mon existence, vraiment, parce que il a fallu Les attentes de l'entourage aussi, tu veux dire, en plus de la reconstruction personnelle? Ouais, et puis les attentes, c'est pas forcément les attentes à ce que je retombe enceinte, c'est aussi il faut être forte, il faut pas en parler parce que sinon ça te fait du mal, il faut passer à autre chose. Au travail, tout le monde se comporte comme s'il m'était strictement rien arrivé, comme si j'avais pas été absente un mois plus tôt. Je reprends le travail en même temps qu'une collègue qui est une jeune accouchée et tout le monde, elle a accouché à peu près en même temps que moi et tout le monde lui parle de son accouchement et moi, c'est comme s'il ne m'était jamais rien arrivé. Je me rappelle une fois, on est à la cantine, on est en train de déjeuner tous ensemble et ma collègue se met à raconter son accouchement. Normal, elle a eu un bébé, donc elle en parle. Et elle parle d'anecdotes autour de la péridurale, autour de ci, autour de ça. Et moi, je me retrouve avec l'envie de partager aussi certaines anecdotes, mais la conscience que si je le fais, tout le monde va me regarder en mode mais elle est folle celle-là. Enfin, pourquoi elle nous parle de ça?
Déjà, personne ne soupçonne à table que j'ai accouché, parce que pour les gens, tu sais, quand un bébé décède, il disparaît, un peu comme par magie, C'est c'est vrai. abracadabra, tu claques des doigts, il n'y a plus de bébé. Et puis, je ne peux pas partager cette expérience-là, sinon je me stigmatise. Et donc, du coup, je mets une espèce de masque à chaque fois que je parais en société. Et il faut toujours que je sois égale à moi-même, joyeuse, que je me formalise pas si on me fait des remarques maladroites, et que je donne l'impression, en tout cas, d'aller merveilleusement bien, comme s'il ne s'était jamais rien passé. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Et heureusement pour moi, dans toute cette période un peu sombre, je retombe enceinte quand même assez vite. Et en novembre de la même année, donc je suis de nouveau enceinte, et cette fois-ci de ma fille, qui s'appelle Olivia, D'accord. qui donc va bientôt avoir 5 ans, qui va très bien. Super. Et donc ça, c'est à peu près la seule partie de la maternité qui s'est, entre guillemets, bien passée pour moi. Parce que voilà, aujourd'hui, Ouais. elle a 5 ans, mais on a essayé d'agrandir la famille par la suite et ça a été autrement plus compliqué. Voilà. D'accord. Tu lui en parles à ta fille, à Olivia, de... Alors, Enfin, je sais pas si... Parfois, j'imagine qu'on en a envie, mais comment est-ce que tu abordes ça avec un enfant? c'est galère. C'est galère parce que, alors, Olivia, elle est à la fois l'enfant d'après, mais elle est aussi l'enfant d'avant. Par rapport à Maya, ma première fille, elle est l'enfant d'après. Donc, moi, j'ai suivi les recommandations des médecins de l'époque. J'ai verbalisé quand elle était bébé mes craintes, mes angoisses. Parce qu'il faut savoir que quand un bébé naît après un deuil périnatal, tu peux avoir énormément d'angoisses qui rejaillissent. Et parce que, par exemple, un truc très bête, moi, la seule fois de ma vie où j'avais tenu un bébé dans mes bras, c'était Maya et elle était morte. Et même si elle donnait l'impression de dormir, quand ensuite Ouais. Olivia naît, à chaque fois que je la vois dormir, j'ai peur. Ah C'est ouais, idiot, bah hein. oui. Bah non, pas du tout. Donc, je me mets à avoir des angoisses qui ressurgissent. Donc, j'en parle à Olivia quand elle est bébé. Mais c'est vrai que depuis qu'elle a grandi, c'est compliqué parce que t'as pas non plus envie de convoquer ton gamin un jour à table en disant, au fait, Olivia, tu as eu une grande sœur et au fait, tu as aussi eu une petite sœur et un autre bébé qui est décédé entre-temps. C'est des questions en fait que je ne cache pas, mais je les aborde quand elle me pose des questions. Pourquoi est-ce que j'ai pas de frère? Pourquoi est-ce que j'ai pas de sœur? Mhm. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit frère à la maison? Et quand elle me pose ces questions-là, je lui réponds, mais sans rentrer dans les détails des détails, je lui dis juste, papa et maman ont essayé, mais c'est très compliqué pour papa et maman, et pour le moment, en tout cas, on ne peut pas avoir de petits frères ni de petites sœurs. Mais c'est vrai que quand elle sera plus grande, quand elle pourra entendre certaines choses, j'en parlerai peut-être plus spontanément. Mhm. Mais c'est vrai que je me vois pas lui en parler sortie de nulle part quand elle est en train de jouer ou quand on est à table tous ensemble. Enfin, pour moi, Bien ça sûr. n'aurait pas de sens. D'accord. Donc, je le cache pas, mais je ne provoque pas la discussion, on va dire. Ouais. En même temps, elle est toute petite aussi, hein. Elle est toute petite, c'est un peu le souci. Mais oui, 2 ans après, en fait, on a essayé d'agrandir la famille et Mhm. on a eu une récidive exacte, presque mesure par mesure, c'est d'ailleurs assez effrayant, Ah euh, ouais. de ce qui était arrivé à Maya. Et c'est là qu'on a compris en fait qu'on était porteur. Alors, moi, je te dirais d'une maladie génétique, les médecins te parleraient d'autosomale récessive. Une autosomale récessive, c'est quand les deux membres d'un couple sont porteurs d'une même mutation génétique sur un de leurs gènes. Donc voilà, donc c'est extrêmement rare hein, parce que là, pour le coup, nos médecins n'avaient pas vraiment vu de cas similaires au nôtre auparavant. Ils ne savent pas sur quel gène la mutation est cachée. Il faudrait qu'on fasse des tests génétiques, mais ça, c'est encore une histoire à part entière à raconter. Et donc, on ne les a pas fait, des tests beaucoup plus poussés, parce qu'il existe un D'accord. test qui s'appelle l'Exo, mais qui permet de scanner un peu tous tes gènes. Mhm. Et ouais, du coup, en 2017, je retombe enceinte. Et là, cette fois-ci, vu qu'on avait eu Olivia 2 ans plus tôt et que tout s'était très bien passé, là, avec mon mari, on y allait un peu à pieds joints en mode, allez, c'est bon, Ouais. cette fois-ci, tout va bien se passer. Et de nouveau, premières échos très bien. Et puis, écho-morpho, patatras, la catastrophe, quoi. Donc, Ah merde. Ah ouais, donc voilà. aussi, à nouveau, hyper tard encore dans la grossesse aussi. Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est que les malformations cérébrales, elles se détectent très souvent assez tard. En fait, lors des toutes premières semaines de vie et des premiers mois de vie, le cerveau, il n'est pas assez formé. En fait, les structures qui vont plus tard se malformer ne sont pas encore là ou alors elles sont trop petites, donc les médecins ne peuvent pas les voir.
Et puis, tu sais ce que je te disais au tout début, quand mon obstétricien me faisait une petite écho pour vérifier si le bébé bougeait bien lorsque je faisais mes visites mensuelles. Mhm. Même avec ce petit appareil-là, il n'avait pas vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au cerveau. Il faut en plus avoir un appareil un peu... D'accord. Ouais, les petites échos de ville ont non, clairement pas la même définition que les autres, quoi. non. C'est pour ça, quand j'ai parfois certaines femmes qui me disent « Ah, mais c'est bon, tout va bien, mon gynéco, il a un appareil, il m'a fait une écho... limite, l'échomorpho, ça sert à rien. » Je leur dis toujours non. Va faire l'échomorpho, va chez un médecin qui est équipé du bon appareil et fais-le bien. Parce que en fait, les échographies, c'est pas juste pour faire coucou au bébé, il faut vérifier. C'est rarissime heureusement, mais il faut vérifier au cas où. Et donc oui, voilà, donc à nouveau le même suivi chez le même obstétricien, à nouveau des échographies, un peu de contrôle toutes les 2-3 semaines pour me rassurer, mais à nouveau on ne voit rien. Et c'est lors de l'échographie morpho donc qu'on revoit exactement les mêmes informations. Donc cette fois-ci, la bonne nouvelle, c'est que comme on était déjà passé par là 4 ans plus tôt, les médecins ne nous ont pas trop fait lanterner et on a pu demander l'IMG un peu plus tôt. Donc on D'accord. l'a eu vers 5 mois et quelques au lieu de 6 mois. Mhm. Mais ouais, deuxième IMG, et c'est pas plus simple Cette à vivre fois-ci là-dessus. avec un enfant en plus, Et avec j'imagine. un enfant à la maison. Et là, ça a été aussi assez compliqué parce que Olivia, à l'époque, elle avait 2 ans et elle m'a vue être enceinte. Mais Ah ensuite, ouais. elle a vu que quelque chose n'allait pas. Elle a vu que maman était très triste et elle a vu que j'étais plus enceinte. Et là, il a fallu lui expliquer. On a suivi les conseils des médecins aussi là-dessus. Il a fallu lui expliquer que le bébé m'a été trop fragile pour vivre, qu'il était malade, mais que c'est pas une maladie qui s'attrape, que c'est pas une maladie que elle peut attraper, ni papa ni maman. C'était une maladie que juste le bébé pouvait avoir. Et puis que le bébé est décédé. Alors nous, en tout cas moi je suis croyante, donc je lui explique que qu'il existe un paradis des bébés où tous les bébés se rejoignent quand ils ont été trop fragiles pour pouvoir continuer à grandir et pour vivre. Mais voilà, on lui a un peu expliqué tout ça comme ça. Mais contrairement à ce que je pensais, elle l'a pas, entre guillemets, mal vécu. D'accord. Elle était petite, elle a eu ses explications. Une fois qu'elle a compris, elle a, entre guillemets, tourné la page et elle nous en a jamais vraiment reparlé. D'accord. Elle a juste eu une phase où elle avait une poupée. En fait, notre troisième bébé, notre troisième fille, on l'avait appelée Alice, puisqu'on l'a inscrite aussi dans le livret de famille. D'accord. Et elle a juste eu une phase où elle a appelé sa poupée Alice pendant quelques temps, mais c'est passé assez rapidement. Voilà. Et D'accord. C'est super mignon. c'est plutôt mignon en fait. Donc moi, ça m'a pas inquiété outre Ouais. mesure. Et puis voilà. Et puis du coup, suite à ces 2 IMG, on a décidé que bon, c'est pas que les IMG, c'est pas fun, mais on a laissé de s'arrêter là Ouais. et on s'est orienté cette fois-ci vers un parcours en PMA avec don de gamètes. D'accord. Ok. Donc don de gamètes de quel côté alors? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, en fait, suite à ma deuxième IMG, on était d'accord avec mon mari pour se dire qu'on voulait quand même retenter une toute dernière fois d'avoir un bébé. J'ai une copine qui a eu un petit garçon par don d'ovocytes. Elle a dû aller à l'étranger, elle aussi. Et donc, j'étais déjà un petit peu sensibilisée sur tout ça. Je savais qu'en France, les délais étaient absolument impossibles. Enfin, impossible, compliqué, long. Et du coup, j'ai initié assez rapidement la discussion avec mon mari. Et mon mari, en gros, m'a dit moi, un don de sperme, ça me mettrait mal à l'aise. Et comme moi, de mon côté, c'est moi qui allais porter le bébé, j'avais pas besoin d'avoir un attachement génétique en fait à ce bébé. Je savais que l'attachement se ferait de toute façon in utero, donc on est parti assez vite sur un don d'ovocytes parce que c'était ce qui nous semblait le plus simple et D'accord. voilà, le plus évident pour nous. Ça ne s'est pas fait vite pour autant parce que donc, je me suis quand même un peu renseignée sur les. Alors déjà, il a fallu que je me remette de mon IMG. Hein, on ne s'est pas précipité suite à la deuxième IMG pour relancer ça. J'ai pris le temps de me renseigner. Donc effectivement, dans ma région, donc en région parisienne, en fait, j'ai appris pour bénéficier alors soit d'un diagnostic préimplantatoire quand tu sais de quelle maladie génétique tu es porteur, soit d'un don de gamètes. Il faut, et je ne veux vraiment pas te dire de bêtises, facilement 1 an, voire 1 an et demi pour passer en commission. Et c'est la commission qui te dit si oui ou non tu peux ensuite bénéficier du DPI ou de Ah la... ouais, d'accord.
Voilà. Donc, et ensuite à ça, tu rajoutes encore facilement une bonne année, voire plus d'attente, parce qu'il y Ouais, a pour très peu de choses. l'attribution du don, etc., quoi. Et nous, la complexité de notre situation, c'est qu'on avait déjà une petite fille qui était en parfaite santé, donc on savait qu'on n'était pas prioritaire du tout Ah ouais, d'accord. Ok. pour là. En fait, c'est une vraie pénurie de donneurs et de donneuses, hein, ça Mhm. c'est secret. Et on avait un petit peu d'argent de côté grâce à un héritage qu'on avait, que mon mari avait reçu quelques temps plus tôt. Donc Mhm. on n'y est pas allé par quatre chemins. Moi, j'ai été voir un jour mon obstétricienne. Alors, entre-temps, j'ai changé de médecin. Je suis passée par une obstétricienne qui pratique au centre de diagnostic anténatal, qui me suit. D'accord. Et je sais que dans ces services-là, ils ont l'habitude de voir des patients comme nous défiler. Donc, j'ai demandé, est-ce que vous connaissez des bons centres à l'étranger parce que je voulais pas me lancer dans l'aventure à l'aveugle. Mhm. Je me doute que mes médecins ont l'habitude d'avoir des patientes qui leur viennent avec des PMA à l'étranger et ils ont forcément des échos sur quels sont les bons centres, quels sont les endroits sérieux ou pas. Et elle m'a dit, bah voilà, il y a un centre qui m'a l'air très sérieux. J'ai suivi plusieurs de leurs patientes. Il est situé en Espagne. Alors, je ne donnerai pas le nom là à l'oral, mais s'il y en a qui veulent me contacter après en privé pour avoir des infos, ce sera bien volontiers. Mhm. Mais voilà, du coup, elle nous a donné le nom du centre et je les ai contactés. D'accord. Et j'ai en parallèle contacté aussi un spécialiste de la PMA en France qui travaille dans le même hôpital que l'équipe d'obstétriciens et que le centre de diagnostic anténatal. Ça ne s'est pas très bien passé, mais Ah bon? il a refusé de nous suivre. Pourquoi? Alors, on ne sait pas très bien. En fait, donc c'est un médecin donc spécialiste et un obstétricien spécialisé en PMA. On avait pris rendez-vous avec lui, on a mis 2 mois à avoir le rendez-vous parce que même à Paris, malheureusement, c'est des parcours qui sont très longs. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'envisage pas avant de passer en PMA, c'est la Ouais. lenteur des parcours. C'est Ouais. extrêmement long et donc on a eu rendez-vous au bout de 2 mois et il a été très gentil. Il a été très à l'écoute de notre parcours, mais en gros, il nous a dit en fait, vous n'aurez pas besoin de moi, passez directement par le centre en Espagne. Et puis, oui, bon, si vous avez des questions, une fois que vous serez enceinte, vous pourrez revenir me voir. Mais là, vraiment, avant, ce n'est pas la peine. Et moi, je savais que ce n'était pas tout à fait vrai parce que, comme je te le disais, j'ai une copine qui a déjà fait une PMA à l'étranger. Voilà, je m'étais quand même un peu renseignée et je savais que T'as besoin d'être suivi, ouais. bah ouais, en fait, le problème, c'est qu'à l'étranger, on n'a pas forcément les mêmes protocoles. Donc, en fait, Ouais. le centre à l'étranger peut te donner une ordonnance. Cette ordonnance, elle ne va pas forcément coller avec les recommandations françaises. Ils ne vont pas forcément s'y prendre de la même manière qu'un médecin français. Mhm. C'est bien d'avoir quand même quelqu'un en France qui peut répondre à tes questions d'ordre médical et puis qui peut aussi te faire tes ordonnances françaises parce que Bien sûr. la clinique à Barcelone, parce qu'on a été à Barcelone, me renvoyait des instructions. Mais ces instructions, ce n'étaient pas des ordonnances valables en France. Il fallait ensuite que j'aille voir mon obstétricienne pour qu'elle me fasse les ordonnances. D'accord. Il nous a un peu baladés. J'ai rappelé mon obstétricienne du coup un peu en larmes, en urgence après. Elle m'a dit, mais ne vous inquiétez pas, je vous suivrai. Donc, D'accord. Bon, au moins. on a été rassurés. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses dont on parle peu et auxquelles on ne pense pas. C'est le fait que certains médecins peuvent refuser de vous suivre dans des parcours un peu compliqués comme le nôtre. C'est vrai. Ouais, non, c'est clair. Et voilà. Et donc, et pareil, on parle de délai. On a pris rendez-vous dans une clinique à Barcelone pour un premier rendez-vous. Et j'ai pris rendez-vous en février 2019 et le premier rendez-vous, on l'a eu en mai. Donc, il y a quand même eu un petit Ouais, délai. quand même. Ouais, D'accord. quand même. Moi, je pensais, tu sais, qu'on aurait rendez-vous le mois d'après, en fait. Bah ouais, c'est un peu souvent, effectivement, l'image qu'on s'en fait. Ouais. D'accord. Alors, peut-être que nous, on est tombé dans un centre particulièrement demandé. Je ne sais pas. On a choisi la ville de Barcelone. On est allé là-bas, mais il a fallu attendre un peu. Mhm. Et puis, donc on a été faire un premier rendez-vous où on a déroulé tout notre parcours à un médecin francophone. Donc, c'était une médecin espagnole, mais qui parlait un français absolument impeccable. On avait ramené avec nous l'intégralité de notre dossier médical. Et tu t'en doutes, au bout de 2 IMG, le dossier est long. Et t'épais, ouais. J'ai des classeurs entiers de Ouais. comptes rendus, d'échographie, de prise de sang, d'examen. Donc on part à Barcelone, là-bas tout se passe bien. Donc la médecin prend notre dossier assez facilement. Il faut quand même prévoir quelques heures sur place. On a passé facilement 3 ou 4 heures dans la clinique, donc le temps de Vous avez eu rencontrer tout plus le d'un monde. rendez-vous, du coup?
En fait, on a eu un seul rendez-vous, mais les quelques examens qu'il fallait faire, notamment prise de sang et examen pour monsieur, ils les ont faites en fait dans la foulée. Donc Ah super. En même temps, voilà, enfin, vu la logistique que c'est de venir sur place, j'imagine, c'est ça. d'autant plus en étant parent déjà, C'est c'est ça. bien de Ils ont pouvoir tout l'habitude. grouper, quoi. Mhm. Ouais, et puis ils ont l'habitude des patients étrangers, hein, donc du coup ils font ça bien. Et on est reparti. Ils nous avaient juste dit on vous recontactera quand on aura trouvé une donneuse. Et ils nous avaient donné un ordre d'idée. Ils nous avaient dit ouais, d'ici à peu près 3 à 6 mois, donc quand même un peu flou. Et voilà, et on est reparti de Barcelone. Donc ça, c'était en mai 2019. Plus de son, plus d'images. Et un jour, en novembre 2019, je reçois un mail. On a la donneuse, vous commencez le traitement et si tout va bien, on fait, on fait l'insémination, enfin la FIV mi-décembre. Et on Ah était fin waouh. novembre. Du coup, ça fait 6 mois que t'as pas eu de nouvelles. Ouais, c'est ça. Hein. Tu te demandes presque s'ils ont pas perdu ton numéro, quoi. Ah, Et ouais, bah, on les avait relancés une fois ou deux parce qu'il fallait d'accord. qu'on envoie des examens, parce qu'entre-temps, quand même, on maintient le lien et on devait leur Ouais, envoyer un papier ou deux. d'accord. Mais par contre, c'est vrai que ouais, ils m'ont renvoyé le mail fin novembre en mode dans 3 semaines, si tout va bien, on fait une FIV. Et moi, sur le coup, j'étais pas prête. Hein. Je pensais que j'aurais 2, 3 mois devant moi pour me préparer. Et en fait, non, pas Ouais. du tout. J'ai eu 3 semaines. Et Donc alors, ça a été intense. question, bah, tu m'étonnes. Question pratique, du coup, cette donneuse, ils font aussi du coup des tests génétiques pour s'assurer qu'elle n'est pas porteuse de la mutation enfin, que tu portes, quoi, c'est ça? Alors, nous, en fait, le problème, c'est un peu pour ça aussi qu'on a été en Espagne. Ils ne savent pas, en fait, ce qu'on a. Ils ne savent pas du tout quelle mutation voilà, on D'accord. a sur quel gène. Pour le savoir, en fait, il faudrait qu'on fasse un test qui s'appelle l'exome et qui scanne, entre guillemets, tes 20 000 gènes pour essayer de trouver s'il n'y en a pas un qui n'est pas pareil que les autres, ou pas comme il Mhm. faudrait, et qui compare avec mon mari pour vérifier si c'est bien celui-là qu'il a lui aussi. Mais ça, c'est des examens qu'on n'a pas fait en France parce qu'on a eu des. Là, pour le coup, on est tombé sur un très mauvais médecin. Et c'est presque une histoire à part entière, donc je la réserverai pour peut-être une autre fois. Mais bon, voilà, l'examen n'a pas été lancé. D'accord. Donc, du coup, par contre, ce qu'il faut en Espagne, c'est que lorsqu'il y a des donneuses, ils leur font passer énormément de tests et les embryons sont testés aussi sur tout un tas de maladies génétiques. En France, lorsque tu fais un don de gamètes, et je ne veux vraiment pas dire de bêtises, mais il me semble que lorsqu'il y a des embryons voilà, qui sont issus de la fécondation in vitro, ils vont pas les tester lorsque c'est issu d'un don de gamètes. D'accord. Et d'ailleurs, il y a certains collectifs de parents qui se battent pour qu'il y ait un peu plus de tests parce que il y en a qui disent mais vous vous imaginez bien que si on en arrive là à faire un don de gamètes, c'est qu'on a quand même quelques années d'attente et de défaite dans les pattes. Bien sûr. Certains d'entre nous sont porteurs de maladies génétiques. On sait que les lois aujourd'hui de la bioéthique en France interdisent de tester. Mais ce serait bien d'élargir quand même les tests parce que si on pouvait s'éviter d'autres galères encore par ailleurs, ça pourrait être sympa. Bien sûr. Bien sûr. Et en Espagne, ils testent. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas été en France et qu'on a été à l'étranger, c'est qu'en dehors des délais d'attente, on est déjà porteur d'une maladie mystère. On ne voulait pas se rajouter en plus l'incertitude d'autres maladies génétiques qui viendraient s'incruster au passage. Ouais, bien On sûr. a été suffisamment poissard comme ça. Euh, Parce que en fait, dans le cadre de ce qu'on appelle une autosomale récessive, donc quand tu es Mhm. porteur d'une mutation génétique, normalement, tu n'as qu'un risque sur 4 d'avoir un bébé malade. Et nous, sur 3 grossesses, ça nous est arrivé quand même 2 fois. Donc il y a Ouais. un moment, on s'est dit, bon, Ouais. voilà. Et donc du coup, ouais, en novembre, donc, je reçois ce mail. Là, je rentre dans le parcours enfin, le monde merveilleux de la PMA que je ne connaissais absolument pas puisque j'avais jamais eu besoin jusqu'ici de traitement pour tomber enceinte. Ouais. Mais C'est c'était un monde qui t'effrayait un petit peu. Tu disais quand même au début que tu avais une copine, enfin des copines qui étaient passées par là. Donc bah, tu partais pas quand même complètement ignorante, je dirais, de cet univers. je savais que c'était dur, Mais on mais je s'imagine jamais ce dans quoi on non. s'embarque. Si. Ouais. En fait, très honnêtement, quand je me suis retrouvée le premier soir avec une seringue dans la main à devoir m'injecter toute seule des hormones, là, j'ai pleuré. Ouais. Pourtant, j'avais un long parcours derrière moi, j'avais déjà 2 IMG, je suis pas Mhm. spécialement une chochotte, mais là, j'étais comme une idiote avec Tu des seras billes. jamais une chuchote parce que les piqûres. Enfin, je veux dire, on peut pas dire que n'importe quelle femme ne peut pas être une chuchote. Ah oui, non, je suis bien d'accord. C'est Hein, pas possible. mais je m'attendais pas à réagir comme ça, si tu veux. Ouais. Je me suis sentie idiote, en fait, et un peu nulle de pleurer avec ma seringue dans la main. Et je me disais, mais Julie, t'as plein de copines qui l'ont fait, t'as plein de copines qui sont encore en train de le faire, tu peux le faire aussi. Mhm. Et bon, la première piqûre, ça a été la pire.
Je me rappelle, je me suis servi un verre de vin juste avant pour me donner du courage. Allez, on pique, ça va aller. Et puis bon, après, une fois que tu prends le coup de main, ça va mieux. Mais j'ai très mal vécu les piqûres. J'avais des ovules de progestérone à très haute dose aussi à mettre. Alors, les ovules, c'est extrêmement pénible. Je te fais pas un dessin. Tu flingues tous tes sous-vêtements. Tu dois en mettre le matin et le soir. Et moi, en plus, la progestérone me rend malade. Donc, j'étais tout le temps malade. C'était abominable. Donc ça, plus Ouais, les dur. injections, ouais, parce il fallait à la fois préparer l'endomètre, mais il fallait aussi stopper mon ovulation pour que je n'ovule pas. Donc, il y avait tout un tas d'hormones à prendre. Et puis, j'ai découvert les échographies tous les 2 jours. Et ça non plus, je ne connaissais pas. Donc, Ah ouais. Ouais. aller trouver un rendez-vous dans un cabinet médical qui peut t'accueillir pour faire une écho, pour vérifier que ton endomètre s'épaissit bien comme il faut et que tu as les bons éléments là où il faut. C'est aussi un peu galère parce que moi, évidemment, à côté, je travaille. Évidemment, au travail, personne n'est au courant que je suis passée par la PMA. Et je venais juste de changer de poste en plus. Je pensais sincèrement pas qu'on allait m'appeler aussi vite pour faire une PMA. Ouais. Je pensais vraiment que j'aurais un peu de temps devant moi. Et donc, j'étais arrivée sur mon poste genre le mois d'avant et je me sentais super coupable en plus de lancer ça maintenant. Et je me sentais pas non plus capable de dire non à une donneuse, sachant que on a quand même eu la chance d'avoir une donneuse rapidement. Donc, Ouais. c'était très compliqué pour moi. Et donc, voilà, j'ai fait les stimulations. On a eu pas mal de frayeurs parce qu'on était en pleine grève des transports et mon mari a dû se rendre pour faire son don au moment où les transports étaient paralysés. Oh, le stress, ouais, d'accord. Oh, le stress. En fait, si tu veux, il était attendu à la clinique à Barcelone à 14h30 et à midi, son avion n'avait toujours pas décollé. Et ils étaient coincés dans l'avion depuis 9h le matin. Oh la vache. Et ils ne pouvaient plus descendre de l'avion, mais ils étaient dans l'avion. Ils attendaient juste qu'il y ait un contrôleur aérien qui puisse leur donner le feu vert pour décoller. Donc ça a été D'accord. ouais. Il y est quand même arrivé, il a fait son don. Et puis, ça a pris. Et 5 jours plus tard, donc je me suis rendue à Barcelone et j'ai fait ma FIV. Et, Mhm. et là, pour le coup, tout s'est très bien passé. J'y suis allée seule parce que mon mari a dû rester à Paris garder notre fille. Mais Mhm. c'est pareil, il a fallu que je pose 2 jours en urgence, que j'explique que j'avais une urgence familiale, ce qui était le cas, hein. C'est une urgence familiale. Tout à fait. Et alors, du coup, tu n'as pas décidé d'essayer de faire jouer en fait ton droit à la PMA parce que tu étais nouvelle dans ton poste ou parce que voilà, c'était peut-être trop tôt et tu voulais pas partager ce projet Ouais, c'était trop tôt et puis je venais juste d'arriver. Moi-même, j'assumais pas tout à fait de faire une PMA aussi vite après avoir changé de poste. Il faut savoir que D'accord. le poste sur lequel j'étais avant, j'y étais pas bien du tout depuis très longtemps. Et Mhm. parce que suite à ma deuxième interruption médicale de grossesse, on m'avait mise au placard de façon assez violente. Ah ouais. Et j'avais longuement hésité à changer de poste en me disant, mais en même temps, si je reste là où je suis, si je veux faire ma PMA, je fais ma PMA comme je l'entends et pour le coup, personne viendra m'enquiquiner. Et puis finalement, je m'étais dit non, je change de poste. De toute façon, la PMA, ce sera pas tout de suite. On va me rappeler dans quelques temps. Et puis même quand on va me rappeler, j'aurai encore quelques mois devant moi. Et en fait, non, pas du tout. Donc, D'accord. j'assumais pas en plus. Mais effectivement, je pourrais normalement devoir faire valoir peut-être si un jour on décide de retenter la PMA, peut-être que. Mais là, je me sentais pas du tout. Mhm. Pas du tout sécurisée là-dessus. Et dans notre malheur, en fait, ça s'est bien passé puisque la FIV a pris tout de suite. C'est juste que j'ai fait une fausse couche à 3 mois et demi de grossesse. Voilà. Donc Ah. voilà, aujourd'hui, on en est au stade où j'ai quand même un parcours qui est un peu long, un peu lourd. J'ai eu 4 grossesses, dont 2e une fausse couche qui n'est pas complètement une fausse couche tardive, mais qui n'est pas non plus arrivée très très tôt dans le Ouais, parcours. 3 mois, t'as quand même ouais. Voilà, 3 mois, tu as passé la première écho et tu as déjà renvoyé ta déclaration de grossesse à la CPAM. D'ailleurs, ça m'a valu plein de Mhm. soucis administratifs derrière, ces histoires derrière. Et puis voilà, ta grossesse se voit, tu l'as annoncé et à nouveau, tu rentres dans le protocole de le bébé est mort. Alors, de façon très différente parce que cette fois-ci, j'ai eu un curetage et non pas un accouchement. Mais voilà, je repars pour un tour dans le deuil périnatal. Et donc, c'est aujourd'hui, voilà, avec mon mari, on a 3 embryons qui sont quelque part dans une clinique à Barcelone, qui nous attendent si un jour on décide de retenter quelque chose. Donc, on n'est pas coincé. On sait qu'on a cette possibilité-là. Mais je te cache pas que je suis pas sûre de vouloir non plus continuer à m'acharner.
Ma première réaction après ma fausse couche, ça a été de me dire stop, là maintenant on arrête, j'en peux plus, j'en ai marre. Ouais. Parce que moi, finalement, le problème, c'est pas de tomber enceinte, c'est pas de faire des fausses couches précoces, c'est de perdre les bébés quand même assez tard dans la grossesse. C'est vraiment pas drôle, quoi. Non, puis ça, enfin, comme tu disais tout à l'heure, je pense que tu as besoin de te reconstruire à chaque fois. Et je pense que, enfin, c'est évident ce que je veux dire, mais ça devient clairement pas plus facile à chaque Non. fois. Du coup, en fait, justement, donc on parle de cette reconstruction mentale et physique, hein, parce que voilà, ton corps, enfin, c'est quand même pas anodin de traverser ces débuts de grossesse parfois aussi bien entamés. Est-ce que, d'un point de vue psychologique, justement, tu t'es fait accompagner, peut-être vous êtes fait accompagner au sein de ton couple pour traverser ces épreuves, ou comment est-ce que j'imagine bien qu'il n'y a pas de recette miracle et que voilà, chacun fait comme il peut, comme il veut, selon ce dont il a besoin et ce dont il est au courant aussi, hein, parce qu'on n'est pas forcément au courant de tous les outils qui sont à notre disposition. Mm. Mais voilà, je me demande un petit peu comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Alors, la première fois, pour ma première IMG, on a couru déjà chez un psy qui est soi-disant spécialisé en deuil périnatal, c'est-à-dire que c'est écrit sur sa plaque gravée à l'entrée de l'immeuble, et qui était absolument abominable et affreux et très mauvais. Il s'est contenté de nous raconter en gros le petit manuel du deuil périnatal, en glissant au passage à mon mari qu'il fallait être fort parce que dans le deuil périnatal, c'est la femme qui souffre, c'est pas l'homme. Donc Oh la vache, ah ouais, voilà. d'accord. Coucou le J'étais 18e siècle, quoi. Ah ouais, non, mais puis affreux, quoi. Puis en plus, mon mari, qui lui n'avait, parce que moi j'avais déjà suivi une thérapie avant, mon mari, lui, c'était la première fois de sa vie qu'il mettait les pieds chez un psy, et il était là, mais ah bon, Plus jamais, quoi. il le croyait, en fait, il a cru le mec. Donc Ah ouais. j'ai un peu Ouais. déconstruit tout ça quand on est sorti du cabinet, mais Mhm. voilà. J'ai été voir une autre psy qui m'avait été recommandée, qui à la fin de la consultation m'a dit oui, bon, vous n'avez pas vraiment accouché, mais si vous vous sentez mal, on peut en parler. Donc je n'y suis jamais retournée non plus. Ouais, Ça a été un peu erratique le parcours d'accord. pour me faire suivre. J'ai fini par trouver. Aujourd'hui, j'ai deux psys qui me suivent un peu en alternance. Il y en a un qui me suit au long cours, voilà, sur les questions de maternité, et il y en a un autre qui est rattaché au centre de diagnostic anténatal où je suis suivie. Donc c'est celui que je vois actuellement, qui lui me suit juste après les IMG. Voilà. Mais en tout cas, moi, je suis très suivie parce que j'ai aussi aucun complexe ni aucun problème à demander de l'aide. Donc, c'est vrai que là-dessus, je suis très, très décomplexée. Donc, s'il faut que j'aille voir un psychologue ou un psychiatre, je n'hésite pas à le faire. Et Mhm. dans mon cas, ça m'a été très utile. J'ai aussi, immédiatement après l'annonce des malformations de ma première fille, tapé sur Google interruption médicale de grossesse. Et je suis tombée sur le site d'une association qui est absolument formidable, qui s'appelle Petite Émilie, qui est une association spécialisée dans les interruptions médicales de grossesse et les morts fœtales in utero. Elles font beaucoup de pédagogie auprès des hôpitaux, des médecins, des soignants pour leur expliquer comment on accompagne les couples qui sont confrontés à un deuil périnatal. Elles sont aussi une mine de renseignements sur l'interruption médicale de grossesse. Moi, c'est ce que j'ai tout de suite aimé en fait dans cette asso, c'est que si tu vas sur leur site, tu as toutes les infos sur la législation, le déroulé de l'IMG, les maladresses des proches. Tu as aussi un onglet sur l'accueil d'un enfant handicapé et l'accueil d'un enfant palliatif. En fait, elles te redirigent vers d'autres associations qui sont spécialisées. Donc elles sont extrêmement neutres et factuelles, pas de pathos, et c'est vrai que c'était très agréable de me sentir un peu comprise. Mhm. Elles ont un forum, en fait, elles font pas d'accompagnement individuel ni de groupe de parole, mais tu as un forum donc sur lequel tu peux aller si tu es confronté toi aussi à une mort fœtale in utero ou à une interruption médicale de grossesse. Le forum, il est modéré, donc tu n'y trouveras pas de dérapage ni de problème quelconque. On n'est pas sur un forum Doctissimo. Aujourd'hui, maintenant, je suis modératrice d'ailleurs sur le forum. J'ai rejoint l'association il y a à peu près 1 an et demi maintenant de ça, et Ah, je suis super. bénévole au sein de l'association. Et c'est vrai que moi, me faire accompagner par une association, donc avec des femmes qui ont vécu cette expérience-là, ça a été aussi super important, vraiment pour moi. Et je sais que tu as d'autres associations, notamment l'association Agapa aussi, qui est très bien, qui elle propose des groupes de parole par thématique. Ce qui est bien avec Agapa, c'est que les groupes de parole recouvrent un peu toutes les situations du deuil périnatal. Ça va de l'IVG jusqu'à la mort fœtale in utero tardive. D'accord. Et je crois qu'elle propose même parfois des sessions pour les papas. Donc ça, c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir, si tu préfères parler de vivo à quelqu'un, c'est vrai que c'est pas mal. Ah, c'est chouette. D'accord. Ok.
Mais voilà, mais c'est vrai que moi, dans mon parcours, je suis très suivie et comme je te le disais, ça a été super important pour moi d'être sûre qu'à un moment donné, si sur le chemin, j'avais plus la force d'avancer ou si je sentais que je sombrais un peu dangereusement, parce que c'est vrai que dans le deuil périnatal, tu as parfois des moments de désespoir intense. Voilà, je voulais m'assurer que j'avais les bons interlocuteurs Mhm. à côté pour me rattraper. D'accord. Bon, écoute, super. Enfin, c'est super. Je suis contente en tout cas que voilà, excuse-moi s'il pas maladroit. C'est- Non, je dis, écoute, c'est super de savoir en tout cas qu'il y a voilà des assos, il y a des outils et je te remercie de les avoir tous nommés. Je les mettrai dans les notes du podcast. Je pense que ça peut effectivement aider quand on recherche un accompagnement. Voilà, si tu peux effectivement aider les femmes et les couples qui passent par Mhm. là Alors, en évitant peut-être quelques déconvenues avec certains professionnels voilà, ou vraiment. en... Mais j'en ai recensé aussi en story permanente, moi, sur ma page à nos étoiles. Parce que justement, en fait, le problème, c'est que tu as des professionnels qui, en fait, ne savent pas vraiment prendre en charge le deuil périnatal. Le deuil périnatal, déjà, le deuil de base, c'est quelque chose assez tabou. Donc, c'est compliqué de trouver les bons interlocuteurs. Mais alors, le deuil périnatal au sein du deuil, c'est juste très, très, très galère. Et tu as beaucoup de gens, en fait, qui n'y connaissent rien, qui sont eux-mêmes remplis de préjugés. Et je pense qu'un psy, que ce soit un psychologue ou un psychiatre, qui ne s'y connaît pas peut faire beaucoup de dégâts auprès D'accord. d'un patient ou d'une patiente. Ouais. Non, mais c'est vachement bon à savoir. On se rend pas compte, effectivement. On se dit, bon, bah, un psy est un psy, il pourra s'adapter. Et en fait, pas forcément. Donc, Non, non. pas forcément. Mais beaucoup ne savent pas d'ailleurs que passé un certain stade, tu dois accoucher. Ou Ah ouais, pour eux, carrément. Ok. voilà. Bah, la psychiatre que j'avais vue, la deuxième, après la débâcle du premier, qui avait dit à mon mari, c'est la femme qui souffre, elle m'avait dit, mais vous n'avez pas accouché. Mais si, en fait, si, j'ai accouché. Et j'ai dû lui expliquer que C'est j'avais dingue accouché, quand même, mais parce que les psychiatres sont médecins en plus. Enfin, c'est bah, ils quand sont médecins, c'est même... ça qui est fou. Mais Ouais. elle arrivait pas. En fait, pour elle, je pense que c'était pas un vrai accouchement parce qu'il n'y avait pas un bébé vivant à la fin. Cette notion sacralisée de l'accouchement, c'est quand le bébé est en vie. Et Ouais, alors que nous, pas du tout. bah, bien sûr. Toi, t'as besoin aussi. J'ai eu la péridurale, j'ai été en service maternité et j'ai eu un bébé dans les bras. Parce qu'effectivement, mon bébé à moi n'a jamais poussé de premier cri, mais Mm, donc, c'est pour ça, il faut vraiment, et surtout là pour le coup, j'en profite, je passe un message, ne pas hésiter à changer de psy. Les psys, ils ont pas la science infuse, ils sont pas tout puissants. Si vous sentez que ça colle pas, qu'il vous dit des bêtises, qu'il a pas l'air de comprendre ce que vous ressentez, n'hésitez pas à changer et à tester. Moi, j'en ai testé, je crois au total, parce que j'en ai vu encore un autre qui était bien, mais pas trop génial non plus. J'ai dû en tester 3 ou 4 avant de trouver le bon. ouais. Donc, Mais je crois que c'est vrai d'ailleurs avec tous les médecins, hein, ça on en parle souvent sur le podcast. Enfin, tous les médecins, tous les professionnels en fait qui vont nous accompagner, que la grossesse se passe bien ou malheureusement moins bien, c'est hyper important, même d'ailleurs dans la vie en général, hein, mais c'est voilà, de pas avoir peur en fait. C'est un peu effrayant au début, mais d'aller frapper à la porte de quelqu'un d'autre. Et pour ça, je pense qu'aussi le travail que tu fais justement sur Instagram, j'aimerais bien qu'on en dise aussi quelques mots. C'est hyper important en fait de trouver quelqu'un d'abord qui a ta bienveillance. Tu partages régulièrement des questions de tes abonnés et j'ai l'impression que tu reçois toujours une multitude de réponses. J'ai l'impression que tu as une communauté très 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 bienveillante et c'est hyper important. Et justement, enfin voilà, tu partages des cas concrets aussi de voilà quand telle chose se passe, voilà comment je sais pas telle personne a géré, comment est-ce que vous auriez fait, etc. Enfin je trouve vraiment ton travail, vraiment je te tiens à te dire un grand bravo parce que ça doit te demander énormément de temps en plus de ta vie de famille, de ton travail, etc. Vraiment un grand bravo pour tout ce que tu fais. Je pense c'est adorable. c'est sûr que voilà, ça apporte un soutien énorme à la communauté. On a eu l'occasion dans la saison 1 d'interviewer plusieurs femmes qui sont passées malheureusement voilà par le deuil périnatal et elles l'ont toutes mentionné ton compte vraiment comme une grande ressource. Donc voilà, je te dis Bah, c'est très vraiment gentil. ouais. Et c'est vrai que j'ai aussi la chance d'avoir une communauté qui est très bienveillante. Bon, j'ai eu quelques trolls et quelques personnes qui s'étaient perdues en chemin que j'ai gentiment renvoyées. Je leur ai montré la porte de sortie. C'est vrai que c'est aussi une communauté que je modère de façon assez impitoyable, hein. Il n'y a pas de place pour les commentaires inappropriés. Ouais, bien Et sûr. si je vois un dérapage, je recadre tout de suite et je Mm. n'hésite pas à sanctionner en bannissant. On n'est pas là pour débattre ni pour se disputer, on est là pour partager. Bien sûr. Mais c'est très gentil en tout cas, merci. Non, bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et alors, tu partages aussi justement de temps en temps des témoignages Oui. de parents. Si voilà, il y a des gens qui écoutent et qui ne connaîtraient pas encore ton compte, où est-ce qu'elles peuvent trouver ces témoignages
et tous les articles que tu écris. Tu as écrit d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la médicalisation de la grossesse, tu as écrit un Ouais. article là-dessus il n'y a pas très longtemps qui est super, Ouais. que j'encourage tout le monde à aller lire. Tu peux nous dire juste où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations? Ouais, alors, donc c'est sur mon compte Insta à nos étoiles. Alors, j'ai le lien en bio qui vous redirigera vers tous les sites. Mais en gros, sur le compte Insta, vous allez trouver des témoignages et des conseils. Alors, les témoignages, j'ai fait une petite pause suite à ma fausse couche parce que c'était un peu lourd à absorber, mais là, donc, je reprends. Et j'ai aussi un blog qui s'appelle La Marmotteuse. Alors dessus, je parle d'un peu tout, parentalité, vie quotidienne, vie pro. Voilà, c'est un peu mon espace perso, mais je parle aussi donc beaucoup de deuil périnatal, surtout depuis ma fausse couche. Donc voilà, donc c'est lamarmotteuse.fr et le compte c'est à nos étoiles. Mais dans la bio, de toute façon, je redirige vers tous les sites et tous les contenus. Super, bon, bah écoute, merci beaucoup. Dis-moi, Julie, avant de nous quitter, là on arrive à peu près à l'heure d'épisode, est-ce que d'abord tu aurais un message à passer à la communauté, en fait, de parents ou de parents en devenir et de personnes qui seraient passées peut-être par des parcours, des trajectoires en commun avec la tienne? Bah, le message, en fait, souvent que j'essaye de relayer, et ce qui est vraiment super important, c'est de garder confiance en vous. Parce que moi, je me rappelle vraiment après ma première IMG, à un moment donné, je ne savais plus qui j'étais. En fait, j'avais la terre entière qui me disait comment j'étais censée réagir, ce que j'étais censée ressentir. Beaucoup de gens me disaient, mais sois pas si triste. En gros, c'est pas grave, vous en ferez d'autres, vous êtes encore jeune. Et moi, j'avais le cœur en mille morceaux et j'avais l'impression d'être pas normale. J'avais l'impression même presque par moments de devenir folle parce que les gens me renvoyaient une image de moi qui n'était pas du tout ce que je ressentais. Et c'est la leçon que j'ai retenue suite à ma deuxième interruption médicale de grossesse. C'est en fait, parce que j'ai de nouveau ressenti tout ce que j'avais ressenti la première fois. Et à nouveau, mon entourage a été tout aussi maladroit que la première fois. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, le problème, c'était pas moi qui m'adaptais pas assez bien face à l'épreuve que je vivais. C'était l'entourage, en fait, qui ne comprenait pas ce que je vivais. Donc, du coup, maintenant, le gros message, et que j'essaye toujours d'ailleurs de faire passer sur À nos étoiles, c'est ce que vous ressentez, c'est normal. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas dépressif, vous n'êtes pas fichu, vous n'êtes pas glauque ni sordide. Voilà, vous êtes dans des parcours qui sont compliqués. Moi, je trouve qu'on est quand même des survivants dans nos parcours, pour le dire clairement. Écoutez-vous, faites-vous confiance et ce que vous ressentez finalement, c'est normal. Il faut juste trouver les bonnes personnes sur lesquelles vous vous appuyez pour vous confier ou pour partager quand vraiment vous sentez que votre entourage n'est pas en capacité de le faire. Mais faites-vous confiance. C'est un message fort, ça. Je te remercie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ce qu'on peut me souhaiter, bah écoute, je sais pas, de la sérénité, essayer de continuer à avancer en essayant de faire la paix avec mes envies de maternité, hein, parce que je te le disais, on n'est pas sûr aujourd'hui qu'on agrandira la famille, on n'est pas sûr du tout qu'on réussira quoi que ce soit. Donc moi, c'est un nouveau chemin maintenant qui s'ouvre à moi, c'est d'apprendre à renoncer. Et c'est pas toujours simple parce que J'imagine. voilà, même si on a déjà une petite fille qui est absolument merveilleuse et qui nous comble, c'est compliqué de se dire on arrête. Et donc on doit apprendre à accepter. Et donc j'en parle quand même assez peu, mais c'est vrai que je me questionne énormément, hein, sur ce chemin-là. Voilà. Et c'est sûr que c'est pas toujours simple, hein, quand les annonces de grossesse et de naissance autour de nous se multiplient, de se dire que bah, pour nous, en fait, le chemin s'arrête là. Mais voilà, donc j'essaie vraiment de rester aussi sereine que possible et c'est ce que je me souhaite à moi en tout cas, c'est de réussir à garder la tête haute et d'accepter finalement ce qui nous arrive sans sombrer ni dans la colère, ni, Dans l'amertume. ouais, ni dans l'amertume, ni même en essayant de garder un peu de lumière dans tout ce chemin, quoi. Mais Parce que écoute, je veux que mon chemin reste lumineux. Je veux pas je veux pas qu'on regarde mon chemin en se disant ah la pauvre Julie, deuxième j'ai une fausse couche tardive, dis donc quelle enquille, hein. Je veux pas qu'on voit ça comme ça en ce qui me concerne parce que moi c'est pas du tout comme ça que je ressens les choses. mais écoute, c'est hyper fort tout ce que tu dis. Franchement, je te dis un grand bravo. Je sais pas, peut-être qu'on va dire que ça se fait pas, mais moi je te dis un grand bravo parce que t'as un recul sur les choses qui est vraiment particulièrement impressionnant. T'as vécu, bon, ouais, voilà, c'est pas peine de le redire, des choses hyper fortes et hyper difficiles. Mais malgré tout, c'est toi qui répands de la lumière en fait, même auprès d'une communauté qui a souffert, quoi, qui a vécu des énormes fracas dans leur vie, comme toi. Mais finalement, toi, t'as décidé d'essayer de les porter et d'essayer de les aider vraiment
à regarder plus loin en fait et à continuer d'avancer. Donc vraiment, je te dis, je suis hyper impressionnée. J'adore tous mes invités, mais alors là, vraiment, tu m'inspires particulièrement. Je te dis vraiment un grand Et, bravo. c'est un long chemin, hein. C'est ce que je dis souvent quand on me dit ah, tu as beaucoup de recul. Non, en fait, j'ai 6 ans d'expérience en deuil périnatal et il y a 6 ans, j'aurais été incapable de tenir ce discours-là. Mhm. C'est juste que à un moment donné, je me suis dit en fait, là, ta vie, elle t'échappe, mais c'est à toi de choisir ce que tu veux devenir. Je peux pas choisir en fait d'avoir, j'ai pas la maîtrise en fait sur le fait d'avoir un autre bébé qui va bien et de redevenir maman, mais je sais que le seul truc sur lequel je peux avoir un tout petit peu de contrôle et de maîtrise, c'est moi comment j'ai envie de vivre ces événements-là. Mais c'est un très long chemin. Ça fait 6 ans que je m'entraîne et là, comme je te le disais, même sur les questions de renoncement à la maternité, ça n'empêche pas parfois de douter, Bien sûr. d'être triste et voire même un peu jalouse quand j'ai des copines qui tombent enceintes. Donc voilà, Ah, c'est normal, c'est te réconcilier peut-être avec la vision de la famille que tu voulais oui, avoir et même s'il n'y a c'est rien de définitif, comme tu le dis, voilà, c'est ce que tu as en tout cas pour l'instant et là où vous en êtes dans votre réflexion, quoi. exactement. Bon, eh ben, écoute, Julie, je te souhaite en tout cas voilà, tout le bonheur du monde à vous trois. Je te dis un immense merci d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire. À nouveau, un grand merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Je trouve ça vraiment génial. En tout cas, on aura plaisir à continuer à échanger avec toi. C'est très joliment dit. Merci, c'est gentil. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de te parler. Puis merci encore de m'avoir invité. Ça me fait vraiment très très plaisir. Avec grand plaisir. Allez, je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté, rejoignez-nous sur Instagram @alors-c'est-pour-bientôt-podcast et pour témoigner, direction le site internet alors-c'est-pour-bientôt-podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.